Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième webinaire qui parle de nos nouveaux robots collaboratifs. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mon nom c'est Benoît Gerber. Je suis pour ABB Suisse en robotique responsable du product management, du marketing et de la communication. Et je serai accompagné par Giuliano Ganca, qui est notre ingénieur d'application spécialiste pour les robots collaboratifs. Donc, on a déjà fait une première présentation pour parler rapidement des nouveaux robots collaboratifs. Comme vous le savez sûrement, on a une gamme assez complète de robots collaboratifs. On a commencé il y a 6 ans en lançant le robot Yumi, qui est vraiment un robot très, très collaboratif, très, très sûr, avec lequel on peut assez facilement travailler juste à côté sans vraiment avoir besoin d'avoir peur pour la sécurité. On a lancé il y a 1 an et demi la version monobras de Yumi. Et il y a tout juste un mois, deux tout nouveaux robots, le robot qu'on appelle Gofa et le robot qu'on appelle Swifty. On va en parler un peu plus en détail. Avant que j'oublie, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les taper à tout moment dans le chat. Je propose qu'on fasse la présentation et qu'on prenne les questions à la fin. Le premier des deux cobots qu'on a, il s'appelle CRB 15000, on l'appelle GoFa. GoFa pour Go Faster et Go Further. C'est un robot collaboratif avec une capacité de charge un peu plus élevée que le Yumi, 5 kg, avec un rayon d'action de près d'1 mètre, avec un design assez fin, léger. Ce qui est spécial avec ce robot, c'est qu'il a des capteurs de force dans chacun des axes, chacun des 6 axes, un robot 6 axes. Ces capteurs de force, ça nous assure un meilleur contrôle des collisions. C'est-à-dire quand on aura des collisions, on peut s'assurer que le robot s'arrête tout de suite, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite avec le robot que beaucoup d'autres robots collaboratifs du marché. Ces capteurs de force aussi, ils permettent d'avoir un lead through, un guidage manuel de haute qualité. Donc ceux qui connaissent Yumi et un ou deux bras, vous connaissez sûrement le mode qu'on appelle lead through. On peut activer et puis bouger le robot avec les mains de manière très précise. C'est vraiment très agréable. Et au niveau software, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, c'est peut-être exagéré, mais qu'on peut assez bien faire avec un robot léger, avec une capacité de charge un peu plus élevée. Ça demande un peu plus d'effort. Et puis avec ces capteurs de force, on arrive à faire ça très très bien. On voit le robot sur la droite, à quoi il ressemble. Donc je vous disais, assez fin, une base assez compacte. Et ici, on a la bride d'outils qui est une bride standard. Et ce qui est spécial sur le robot, on le verra sur le slide d'après, on a ce qu'on appelle ici le Arm Side Interface, une interface utilisateur sur le bras du robot, qui nous permet d'utiliser le robot de manière un peu plus facile, un peu plus agréable. On le voit ici, cette Arm Side Interface avec deux boutons. Ces deux boutons qu'on peut configurer. Par défaut, il y a un bouton qui active le mode de guidage manuel, le lead through, et l'autre bouton qui enregistre des positions quand on déplace le robot. Ça enregistre des instructions de mouvement. On peut leur donner d'autres fonctions. On a récemment fait une démo où un des boutons ouvrait et fermait cette pince qu'on voit ici, ce qui permettait de faire très facilement un programme assez simple. Au niveau des caractéristiques du robot, la répétabilité est de 0,05 mm. Donc c'est assez comparable à ce qu'on arrive à faire avec les robots industriels standards. La vitesse du centre d'outils pour un robot collaboratif, elle est vraiment élevée. C'est encore plus rapide que Yumi. On arrive à aller, selon les cas de figure, jusqu'à 2 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre avec ce robot. Bien sûr, ça dépend des applications. Si on veut travailler en mode vraiment collaboratif et qu'on a des objets un peu pointus ou bien des formes un petit peu, des angles un peu trop vifs, on va réduire cette vitesse. On le verra un peu plus loin. On a un outil intégré au robot qui nous permet
d'estimer la vitesse maximale à laquelle on peut aller. Avec cette vitesse-là et l'accélération du robot, on arrive à faire des pics standards de pick and place de 25 cm, 30 cm de haut et de nouveau 25 cm en hauteur, 30 cm en 25 mm en hauteur, 30 cm en longueur et 25 mm en redescendant en moins d'une seconde. Le robot fait moins de 30 kg, on peut le monter comme on veut, sur une table, au mur, au plafond. Il vient avec une protection standard IP54. Il est, au niveau sécurité, il est certifié PLD catégorie 3. Et on a l'option sécurité Safe Move en option. On va revenir un peu plus tard sur ce que Safe Move nous apporte. Au niveau de la bride d'outils, c'est une bride d'outils standard comparable aux autres robots avec, on le voit ici, deux connexions. Pour une, c'est pour l'alimentation, pour alimenter un préhenseur, et l'autre, c'est simplement des signaux Ethernet ou bien des entrées-sorties pour pouvoir connecter assez facilement à un préhenseur. On n'a pas de connexion pneumatique avec ce robot, mais il y a toute une gamme de préhenseurs qu'on peut installer facilement, certains même avec qui offrent un vide opéré par un signal électrique. Pour simplifier la vie des utilisateurs, on est en train de développer un écosystème autour des robots dans lequel on présente toute une série de préhenseurs et d'autres accessoires qu'on peut utiliser. On y revient rapidement à la fin de la présentation aussi. Les applications du robot sont, à notre avis, très variées. Ici, on a mis simplement 3 exemples d'applications dans lesquelles on voit assez bien le robot. Une, c'est servir des machines-outils, surtout quand on a des petits volumes de production qu'on veut charger et décharger des pièces manuellement. On peut ici s'occuper d'une machine et en fonctionnement collaboratif, on peut simplement amener les pièces manuellement pour un peu simplifier l'alimentation. Une opération qui est aussi assez intéressante avec ce type de robot, c'est les opérations de vissage, surtout dans l'industrie automobile ou d'autres industries, quand on doit faire la même opération tout le temps, contrôler que les vis sont insérées avec un couple constant. C'est quelque chose qui est très difficile à faire manuellement. D'autres choses, c'est intégrer le robot sur une ligne d'assemblage ou bien d'emballage, de simples opérations de pick and place. Et comme le robot est collaboratif, bien entendu, l'idée c'est qu'on peut avoir des êtres humains qui se baladent à proximité du robot. L'autre nouveau robot, c'est le CRB 1100 qu'on appelle Swifty. Swifty parce qu'il est très rapide. C'est un robot avec 4 kg de capacité de charge. On a 2 variantes au niveau rayon d'action, à peu près 50 cm. Et le robot, en fait, à la base, c'est un robot industriel standard, donc il peut aller très très vite. On le rend collaboratif avec des options software. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'option software de sécurité SafeMove et qu'on peut y connecter des capteurs de sécurité. Par défaut, il vient avec un capteur, un scanner 2D de SICK qui permet de détecter l'arrivée de personnes près du robot et qui vont le faire ralentir. Ce qui est nouveau aussi avec ce robot, c'est qu'on a une sorte de souris 3D, de petit joystick, qui nous permet de le déplacer manuellement. Et ça vient préconfiguré. SafeMove est préconfiguré. Wizard aussi, notre interface de programmation facile est préconfigurée. Et de nouveau, c'est une bride d'outils standard, comme on connaît sur les autres robots. On ne le voit pas très bien ici sur l'image, mais on a aussi un petit voyant lumineux ici qui nous indique l'état du robot. Quand la lumière est verte, ça veut dire que personne n'est à proximité du robot, il va à pleine vitesse. Quand quelqu'un s'approche, le voyant passe au jaune et le robot passe à vitesse réduite, à 250 mm par seconde. Et si quelqu'un vient vraiment tout près du robot, le voyant passe au rouge et le robot s'arrête complètement. Répétabilité du robot de 0,01 mm. La vitesse du centre d'outils peut aller jusqu'à 5 mètres par seconde, donc c'est vraiment rapide. C'est un robot qui a pas de capteur intégré, donc on va éviter les collisions.
Les cycles de pick and place en dessous de la demi-seconde. C'est un robot assez petit, assez compact, qui fait 20 kg, qu'on peut aussi monter à tout angle. Il y a une empreinte au sol compacte. C'est un peu des dimensions légèrement différentes de l'autre robot, mais l'endroit où on met les vis, c'est exactement les mêmes dimensions. Donc ça, c'est assez pratique. Si on a un petit établi où on veut monter un des deux robots, on peut monter l'autre robot aussi. La protection standard, c'est IP40. D'autres versions devraient arriver par la suite, mais pour l'instant, c'est simplement IP40. Il est certifié PLD catégorie 3 également. Et avec ce robot, SafeMove est inclus tout le temps. Donc, on l'a dit, c'est un robot rapide, on veut éviter les collisions. Donc, on protège les collaborateurs de collision par le soft. Au niveau de la bride d'outils, c'est une bride d'outils standard, comme tous les robots industriels qu'on a. On a aussi des signaux qui passent à travers le bras du robot et qui sortent sur l'axe 4. On a 4 signaux pneumatiques, on voit ici sur le côté. Et des canaux aussi pour les signaux électriques. Et ça, c'est le voyant lumineux ici. Et les applications standards pour ce robot, c'est diverses. Elles sont très diverses. Simplement, c'est quelque chose, on imagine un scanner 2D au sol. On imagine le robot tourner à pleine vitesse la plupart du temps. Et puis, on a des zones ici supervisées par le scanner. Et simplement, quand une personne s'approche du robot, il va ralentir. Pourquoi on s'approche du robot? Pour plusieurs choses. Ça peut être pour inspecter des pièces avec lesquelles on travaille ou pour aller charger et décharger une palette, par exemple. Donc, que ce soit près de machines automatisées ou ici, on a un exemple où on a un robot qui prépare un petit kit de montage manuel. Une personne vient le chercher, prend le kit rempli, met une palette vide et pendant ce temps, que la personne s'en va, le robot va aller remplir cette petite palette. Rapidement encore, on a montré avant la capacité de charge des robots. Donc, on dit 5 kg pour GOFA, 4 kg pour Swifty. On voit ici jusqu'à quelle distance on peut mettre ces charges. Bien sûr, comme pour tous les robots, plus on s'éloigne du centre d'outils, plus le centre de masse est loin du centre d'outils, plus faible sera la charge acceptée. Voilà, mais ici, on ne va peut-être pas regarder ça en détail, mais quand on vous enverra la présentation, vous avez les données. Elles sont bien sûr aussi disponibles dans la documentation. Et je vais laisser la parole à Giuliano, qui va maintenant vous parler de Wizard. Oui, merci Benoît. Donc, Wizard, je pense que vous connaissez tous maintenant. Je ne vais pas rentrer très en détail en Wizard. Il s'agit d'une application qui permet une programmation simplifiée. Ce que j'aimerais montrer un peu, c'est ce qu'on appelle Skill Creator. C'est cette application qui permet de faire évoluer Wizard pour pouvoir couvrir tout type d'applications. Pour des applications simples, les instructions standards incluses dans Wizard sont suffisantes. Mais dès qu'on a un gripper qui ne soit pas standard, qu'on a construit nous-mêmes, peut-être, ou d'équipements externes qui ne soient pas couverts par les instructions standards, on peut générer des instructions. L'idée, c'est vraiment que collaborateur avec des connaissances de programmation, ou bien quelqu'un de chez ABB, prépare des instructions avec le code derrière, rapide, qui fait ce qu'on veut, en fait. Et puis, on peut transmettre ça au contrôleur et on va retrouver ces instructions dans Wizard. Donc, du coup, toute personne, même avec aucune connaissance de programmation, peut tout simplement faire une application avec ces nouvelles instructions qu'on vient d'ajouter. Si tu passes sur la prochaine slide, on voit
ce que ça donne au final. Dans l'image à gauche, on voit tout au fond, il y a Skill Creator. Là-dedans, on va retrouver, dans ce menu, on va retrouver nos nouvelles instructions qu'on vient d'ajouter. On voit que dans le programme de Wizard, il y en a quatre nouvelles instructions. Là, par exemple, il y aurait le Vacuum Gripper On, l'attente de 2 secondes. This is my first skill aussi, c'est juste une routine qui est appelée, mais ça fait partie, ça a été ajouté extra. Et là, le gripper off, exactement. Et puis, du côté droit, on voit ce que c'est le correspondant dans notre programmation standard, donc en rapide. On voit qu'on a, par exemple, le vacuum gripper on, c'est une routine qui est appelée, là, ça s'appelle OR attach, par exemple. Donc, c'est caché derrière cette instruction wizard, c'est un appel de routine. Un peu plus en bas, on voit un wait time 2 secondes. Ça, c'est notre wait. Et comme ça, de suite. My skill, ça c'est l'instruction rouge à gauche. Exactement. Donc, on voit, c'est très scalable. Et je trouve que c'est très puissant comme outil. Ça permet vraiment de faire tout type d'application avec Wizard, même très complexe. Prochaine slide. Et une des idées importantes là derrière, c'est que les experts en programmation puissent permettre aux gens qui connaissent plutôt les applications, mais moins la programmation, de modifier ou de créer des programmes. On a, comme disait Julian, la plupart des instructions de base sont ici par défaut dans les moves, ou bien des boucles, ou bien activer des signaux. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un programmeur qui va créer des skills, donc ces petits blocs qui sont vraiment dédiés à l'application qu'on a sur place, sur site. Donc, on peut créer en quelque sorte les outils qui permettent aux opérateurs de modifier des programmes de robots. Donc, à notre avis, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les utilisateurs, pour les clients finaux, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant pour les intégrateurs parce que ça leur permet de créer vraiment quelque chose qui est sur mesure, adapté aux besoins de leurs clients. Et puis, comme le disait Julian, tout ce qu'on crée dans Wizard, derrière, il y a un code rapide qu'on peut aussi modifier facilement dans Robot Studio. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de visuel et de joli, c'est on crée en arrière-plan un vrai code du robot. Oui, là, il y a encore une petite image juste de la programmation visuelle, ce qu'on peut faire avec Robot Studio. Donc, même définir des points dans un environnement virtuel. Mais là, je pense que vous y connaissez déjà. Et du côté droit, on voit après le résultat de cette programmation qu'on a fait visuellement, donc dans l'environnement de simulation. Et puis, on a passé ça sur le contrôleur sous forme de code. Je ne vais pas aller plus en détail dans ça. C'est quand même quelque chose de très pratique dans Robot Studio pour préparer le software, même en n'ayant pas encore le robot à disposition. Maintenant, je peux dire quelques mots sur SafeMove. Donc, SafeMove, Benoît a déjà dit, c'est pas quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà depuis des années. C'est quelque chose qui assure la sécurité des cellules, donc des applications robotiques. Je vous montre encore un petit peu les fonctionnalités de base. La première, c'est créer des zones sécurisées, donc définir un espace d'où les robots ne peuvent pas sortir, par exemple, ce qui permet après de créer des cellules qui nécessitent beaucoup moins d'espace. Donc, ça, c'est une grande optimisation au niveau d'espace. On peut même générer une espèce de couverture sur le bras et ça nous permettra de détecter des possibles collisions qui vont avoir lieu et de les prévenir. Donc, ça c'est très bien aussi pour des applications au cas collaboratif ou bien pour prévenir des collisions avec du matériel de l'installation. Donc,
Ça, c'est aussi un outil assez puissant. Ce qu'on voit au milieu, c'est la limitation de l'espace de travail des axes. Ça, on peut la faire avec SaveMove aussi. Donc, on peut définir un certain axe ne peut pas se bouger plus qu'une certaine ouverture. Et de cette façon, on n'est pas obligé de faire cette limitation de façon mécanique, comme on faisait il y a des années. C'est SaveMove qui s'en occupe. Et c'est très pratique. Au niveau collaboratif, ce qui peut être très, très intéressant, c'est de superviser l'orientation. Donc, s'assurer que le gripper, le préhenseur soit toujours orienté vers le bas, par exemple, pour s'assurer de ne pas avoir de risque pour les personnes, pour le visage, par exemple. Et ça, c'est couvert aussi dans SaveMove. Et ça, c'est quand même assez pratique pour les copotes. Aussi, très important, supervision de la vitesse. Donc, là, on pourrait vraiment dire, OK, on a quelqu'un qui s'est approché, donc le robot n'a pas le droit de se bouger à plus que, disons, 250 mm par seconde, et SaveMove s'assure que ça soit comme ça. Donc, si au cas où il y a une erreur de programmation ou une défaillance quelconque, et le bras accélère pour une raison ou pour autre, SaveMove pourrait arrêter le robot, donc éteindre le moteur. Ce qu'on peut aussi faire au niveau de supervision de vitesse, on l'a vu avant, on avait une zone dans laquelle le robot a le droit de se déplacer. On peut aussi créer des zones à l'intérieur de cette zone ou en limitant la vitesse, en disant dans une zone donnée, le robot ne peut pas aller plus vite que X millimètres par seconde. Dans une zone donnée, le robot, le préhenseur doit toujours regarder vers le bas. Quand on discute d'applications collaboratives, ça peut, par exemple, nous aider à faire s'il y a une zone où on sait qu'il y aura une personne qui risque d'arriver, on peut dire, OK, dans cette zone, on va aller un peu moins vite. Ça nous permet de faire des applications collaboratives un peu plus sophistiquées et plus intéressantes. En plus, qu'on peut dire, SaveMove peut contrôler des sorties, des entrées sorties, donc peut interagir avec l'environnement et s'assurer, par exemple, d'avoir un système de sécurité complet avec la cellule sur 2 canaux qui assurent un arrêt contrôlé, disons. Donc, ça s'intègre avec le système de sécurité de la cellule complète. Ce qu'on peut faire, c'est, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est de configurer SaveMove dans Robot Studio. C'est encore quand même l'outil le plus puissant pour configurer SaveMove. Il n'y a pas de limitation. On voit graphiquement donc, tout ce qu'on programme. Donc, on voit l'espace, par exemple, qu'on vient de définir. Ça permet même de simuler la distance d'arrêt, ce qui peut être très pratique quand on dessine la cellule. Et, oui, tu peux continuer. Là, on voit une application, par exemple, avec le IRB 1100, avec le scanner laser sur le sol. C'est ce qu'on expliquait avant, c'est cette interaction où le robot travaille normalement, quand personne n'est à côté, il va s'arrêter quand la personne s'approche. Ce qui est nouveau, pour l'instant, c'est seulement pour GOFA, c'est qu'on peut configurer SaveMove sur le Flex pendant. Donc, c'est pensé quand même pour des configurations de base, donc pas les choses les plus complexes. Là, dans des cas très complexes, on irait quand même faire ça dans Robot Studio, mais pour la plupart des applications, on pourrait faire ça maintenant dans le Flex maintenant, définir une zone, mettre cette espèce de couverture sur les bras pour éviter des collisions avec l'alentour. Et tout ça, c'est possible dans le SaveMove Configurator sur le Flex maintenant. Même donc la vitesse, on voit aussi le Cyclic Brake Check pour régulièrement contrôler que les freins soient bien fonctionnants. Et tout ça. Donc, une partie de ce qu'on peut faire dans Robot Studio, c'est maintenant possible aussi sur le Flex.
Et à droite, ce qu'on voit aussi, c'est un outil qui est tout nouveau aussi, pour l'instant, uniquement pour GOFA, qui permet en fait d'estimer, au cas d'une collision entre le cobot et une personne, qu'est-ce qu'il va y avoir comme force. Donc là, le calcul est basé sur la norme TS 15066 et ça donne une indication. Donc, quand on définit l'application on peut utiliser cet outil pour calculer disons une vitesse maximale en tenant compte de la sécurité du personnel. Ça tient compte donc de la surface de l'équipement. Donc, le robot se bouge avec une certaine vitesse, il a une certaine masse. L'outil a une certaine surface, donc qu'est-ce que ça va donner comme force? Et du coup, ça permet de dimensionner un petit peu. Peut-être on réalise avec cet outil que la vitesse qu'on a prévue était trop élevée. La force serait trop haute. Donc, du coup, on peut réduire. Et ouais, c'est une indication. Ça n'évite pas quand même de faire une analyse de risque. Une analyse complète, exactement. Mais c'est quand même une indication intéressante. Bien sûr, on le voit ici sur l'image, le visage est exclu de ce calcul. Hein. En tous les cas, avec les robots collaboratifs, on veut éviter les collisions au niveau du visage et surtout des yeux. On arrive déjà au bout de notre présentation. On voulait simplement vous rappeler qu'on est vraiment content d'avoir ces nouveaux robots. Avec eux, on a maintenant, à notre avis, une gamme vraiment complète de solutions robotiques au niveau collaboratif. On a maintenant ces robots collaboratifs à haute vitesse qu'on avait déjà dans notre portfolio par le passé, mais qui étaient un peu compliqués à mettre en place. Et maintenant, on a fait beaucoup de progrès au niveau software et je pense qu'ils sont beaucoup plus faciles à intégrer. On a un robot avec GOFA on a vraiment axé sur la facilité de prise en main du robot, facilité d'utilisation, de programmation. Avec cette Armed Side Interface on a fait des tests avec le robot, ça facilite vraiment la prise en main du robot. On peut bouger le robot, appuyer sur un bouton, enregistrer une position, c'est vraiment super pratique. Avec celui-là, on a un robot qui est assez polyvalent au niveau collaboratif. Il est peut-être pas aussi rapide que Swifty, pas aussi sûr à 100% que Yumi, mais il a une capacité de charge plus élevée et puis permet de faire beaucoup de choses. Et au niveau sécurité, pour les pièces de petite taille, de petite dimension, donc avec 500 grammes de capacité de charge, on a le robot Yumi 1 ou 2 bras qui reste vraiment quelque chose de top. On n'en a pas parlé beaucoup dans cette présentation, on en a parlé un peu plus lors de l'introduction, mais ce qu'on est en train de faire aussi à côté, c'est de développer tout un écosystème qui accompagne nos robots. Si vous avez vu un peu les vidéos qui sont en ligne, qui parlent du robot, on voit souvent avec ce préhenseur OnRobot ou bien des préhenseurs Schunk. Ce qu'on veut avoir, c'est vraiment une très grande bibliothèque de possibilités. Laisser au client le choix du préhenseur qu'il veut monter et simplement avoir un système plug and play. On clique le préhenseur et puis le Flex Pendant va détecter automatiquement c'est ce type-là de préhenseur. On a une application sur le pendant. On peut utiliser des skills dans Wizard pour programmer. Donc, je parle des préhenseurs, mais on aimerait aussi avoir tous les éléments qui vont autour, que ce soit des sortes de peaux sensitives ici, des feeders, des aspects de sécurité, des éléments pour conduire les câbles, vraiment tout ce qui va autour du robot. Et avec Robot Studio, on a déjà depuis très longtemps, à notre avis, la meilleure solution de programmation de robots industriels sur le marché. Et ce qu'on reproche souvent à Robot Studio, c'est que ça paraît compliqué. C'est que c'est un logiciel qui est tellement puissant, qui offre tellement de possibilités que ce n'est pas toujours facile à prendre en main. Et maintenant, de pouvoir utiliser Wizard et d'avoir un Wizard qui s'intègre complètement dans le rapide, à notre avis, on a vraiment deux solutions complémentaires et complètes pour programmer les robots. Après, on a parlé de Wizard, on a parlé du GOFA. Pour terminer la présentation,
je propose une petite vidéo. C'est nos collègues américains qui ont fait ça. Comment ça marche? Comment on peut utiliser GoFa, le lead flow, déplacer le robot manuellement et comment créer un petit programme? Ça dure 4 minutes 30. Je propose de regarder la vidéo et puis on se retrouve dans quelques minutes pour les questions.